Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous recevoir en cette soirée. Bonjour parce que nous avons un éminent orateur qui nous vient directement du Canada. Et bonsoir à tous nos amis parisiens et ceux de la province. Bienvenue en tout cas à cette deuxième rencontre Zoom. Donc, puisque la première était il y a quelques semaines maintenant en plein confinement. Maintenant que nous sommes déconfinés, nous sommes vraiment très heureux en tant que Parisiens de nous retrouver en présentiel. Mais exceptionnellement, donc, nous continuons ces réunions Zoom qui sont organisées par l'Institut d'études politiques Montalembert. Alors, juste vous rappeler que par précaution, vous êtes tous mutés, sauf ceux et celles qui seront nos intervenants ce soir. Mais vous pouvez, à l'aide, je dirais, de l'onglet qui est tout à fait en bas à votre droite, chatter directement et appuyer sur discussion. Si vous allez sur votre téléphone ou ordinateur, tout en bas sur votre droite, donc en cliquant sur plus, tout simplement où il y a les trois petits points, donc vous cliquez sur discussion et là, on aimerait en tout cas que vous puissiez réagir et puis en même temps peut-être soulever des questions qui seront très importantes, en tout cas dans le cadre de cette thématique de ce soir. Et elles seront recueillies par nos deux amis Olivier Bonassi et Emmanuel Dulaurent et elles seront posées à nos orateurs. Cette rencontre va se faire en trois temps et nous sommes en tout cas vraiment très contents en tout cas de réunir tous ces amis qui nous rejoignent maintenant. Vous êtes un peu plus d'une dizaine, les autres vont suivre. Et juste vous rappeler que l'un des objectifs, en tout cas, de Montalembert est de contribuer à l'émergence de nouvelles personnalités politiques qui sont en tout cas motivées par l'enseignement social chrétien et issues en grande partie de la société civile. Seule une prise de conscience, en tout cas, par chacun des membres de notre société, de son pouvoir d'action et de l'exercice, je dirais, nécessaire de ses responsabilités politiques qui en découlent, peut permettre de renouer avec le bien commun. Il s'agit aussi là d'une action qui ne peut s'exercer qu'à l'échelle de la personne, dans le pur respect du principe de subsidiarité. Alors, j'ai réagi sur le BLM, ce qu'on appelle le Black Lives Matter, et sans opposer le All Lives Matter, c'est-à-dire que pour moi, personnellement, tout individu, toute personne, en tout cas, compte, toute vie compte, sans distinction de race, d'ethnie, de couleur. La vie et la dignité humaine sont précieusement, en tout cas, intrinsèques. La violence, pour moi, est à condamner, sous toutes ses formes, bien entendu. Et certaines personnes m'ont dit, mais Saïd, tu opposes le All Lives Matter au Black Lives Matter. Alors, pour moi, ce n'est pas un riposte idéologique pour minimiser en tout cas les injustices qui sont subies par certains. Je réaffirme quand même néanmoins que toute vie compte. J'assiste en France particulièrement depuis quelques années à une politique qui est celle de la culpabilisation et en même temps d'une certaine politique du grignotage, en tout cas, qui est pratiquée, comme j'ai pu en tout cas le constater, par exemple, sur la mairie de Goussainville et d'autres municipalités. Alors, d'où provient cette culpabilisation? Je pense qu'on ne peut pas nier ensemble l'histoire. Si le Christ, excusez-moi, parce que je suis pasteur aussi et consultant prévention urbaine, si le Christ nous pardonne selon la théologie, je dirais, elle, l'histoire ne pardonne pas et parfois elle nous rattrape. Donc certains drames sont là, sont réels, donc dus à l'histoire, des drames partagés, des traumatismes, je dirais, qui sont liés à l'histoire, mais nous avons besoin de traiter, je dirais, cette histoire sereinement. On doit traiter le passé avec ses ombres, mais en même temps ses lumières. Ce que je remarque, c'est qu'il y a aussi un excès de mémoire et un déficit d'histoire. Et il y a cette fâcheuse tendance en même temps chez les individus à oblitérer. On est pris d'amnésie un peu comme ça nous arrange. Alors au lieu de renier, de refouler son histoire en nous laissant enfermer et en enfermant toutes ces générations aujourd'hui dans la dialectique culpabilisation, victimisation, puisque le discours dominant ne parle que des horreurs du passé. C'est ce qui nous empêche en tout cas de nous projeter, de nous inscrire dans le présent et de nous projeter aussi dans l'avenir. Et ce que je remarque, c'est qu'on diffuse, on injecte toujours le poison de la haine qui est transmis finalement de génération en génération. À partir du moment,
Ce que je remarque, c'est qu'à partir du moment qu'on en enferme les gens dans le rôle de victime, on leur envoie finalement ce signal que tout leur est dû. Alors, tel est le courant de pensée qui, malheureusement, circule, qui est véhiculé, je dirais, par certains politiques. C'est bien structuré, on le voit bien, c'est bien organisé, et certains, en tout cas, en tirent profit. Ce que je remarque, c'est que les Français sont en face comme bâillonnés, muselés, quand ils osent, en tout cas, quand on ose en tout cas s'exprimer, on leur fait un procès en racisme ou en xénophobie, et la crainte d'être stigmatisé comme raciste ou islamophobe muselle et bâillonne les Français. Mais en tout cas, moi, mes origines me permettent ce soir, comme vous le constatez, de parler librement. L'immigration, l'intégration doit être traitée globalement et non plus de façon sectorielle. Il faut cesser d'octroyer, je le dis bien, avec force et conviction, la nationalité française à des personnes qui ne sont pas prêtes psychologiquement et moralement à l'assumer et s'appliquer en revanche à faire respecter la loi française par tous et sans exception. Certains prennent en tout cas le passeport français comme un sésame, ils le disent eux-mêmes, non, c'est juste des papiers. Mais pour moi, l'intégration, ce n'est pas un ascenseur social qui est automatique, mais c'est effectivement un parcours qui est semé d'embûches, d'obstacles, etc. Mais l'idée qu'on puisse progresser aujourd'hui dans la société française de manière passive est totalement absurde. C'est un engagement dans la durée. Il faut arrêter de les bercer de mensonges pour réussir. Il faut aussi se prendre en main. Pour moi, certes, il y a des droits en France et je jouis de droits. J'ai, grâce, je dirais, à la France, appris à lire et à écrire. J'ai, grâce à la France, aujourd'hui, un système, je dirais, médical, un système de santé qui est bien meilleur qu'aux États-Unis. Certes, en France, nous avons des droits et souvent, nous sommes concentrés plutôt sur nos droits que sur nos devoirs. Je pense qu'il y a une distinction entre insertion et intégration. L'intégration, c'est le fait d'assumer l'héritage du peuple français et de les transmettre à toutes ces générations aujourd'hui. L'insertion est absolument non négociable. C'est le respect des règles et des lois dans la société française qui constitue en tout cas une étape indispensable dans l'intégration, dans la communauté, dans la nation française. Le fait aujourd'hui, comme je l'ai vu tout au long de cette année 2019 et 2020, le fait que des institutions françaises comme la police, comme l'éducation nationale soient attaquées n'est évidemment pas anodin. On excuse, on déresponsabilise, on invoque souvent leurs conditions sociales à ces jeunes qui sont soi-disant paupérisés et fragilisés et qui sont acculés même à commettre des attentats. Ces mêmes populations, je voudrais vous dire ce soir, avec des conditions sociales nettement inférieures, ne se comportent pas de la même manière dans leur pays d'origine. Je crois que la France vraiment a des troubles de digestion. Il y a une France qui est complexée et il faut qu'il y ait aujourd'hui une France qui se relève, qui lève la tête et qui se décomplexe face, je dirais, à cette politique, je dirais, du grignotage, à cette politique de la victimisation et en même temps de la culpabilisation. Ce n'est pas aider, je dirais, cette population-là, justement en les aidant toujours à avoir ce discours victimaire. Voilà, j'arrête mon propos un peu provocateur pour laisser maintenant toute la place au président donc de l'Institut d'études politiques Montalembert, M. Ludovic Trollet. Merci. Merci Saïd. Donc, vous pouvez retrouver en partie le témoignage de Saïd dans un article qu'il a fait il y a maintenant une dizaine de jours et que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Donc, je vous invite à reprendre la réflexion de Saïd, ce qui est très intéressant justement parce que, et c'est justement dans ce travail et cette réflexion qu'on a eue avec Saïd, suite à tous les événements qu'on a vus apparaître depuis effectivement la mort de George Floyd et tout ce que ça a en fait engagé entre guillemets comme logique, on s'est dit oui, il faut certainement intégrer ce sujet parmi nos travaux et notre réflexion dans le cadre de notre travail actuel. C'est-à-dire que depuis maintenant quelques semaines, quelques mois, nous avons engagé entre guillemets un travail sur comment, dans cette période d'incertitude, entrer en résilience vis-à-vis effectivement tous
de tous les enjeux qu'ont fait naître effectivement les événements qu'on vient de vivre, qui font apparaître énormément de blessures et de difficultés. Plutôt effectivement de réfléchir au monde d'avant ou au monde d'après, on s'intéresse nous davantage au monde de maintenant et qui effectivement, selon notre analyse, est surtout aujourd'hui un grand champ de bataille sur lequel je pense on a, nous, une responsabilité. C'est ce que nous disait le pape François il y a en 2013, dès 2013, effectivement, l'Église, effectivement, et notamment nous, laboratoire d'idées d'inspiration chrétienne, on doit se considérer, alors lui, il parlait de l'Église comme un hôpital de campagne, nous, Montalembert, plutôt comme un service de secours, justement pour se pencher sur ces sujets, effectivement, qui peuvent nous occuper, nous préoccuper, pour pouvoir prévenir tout ce que cela, malheureusement, peut enclencher comme logique, notamment logique d'affrontement, on le voit bien, derrière effectivement tous ces événements, on voit bien qu'il y a comment dire, les ferments, et ce que disait effectivement le général Beth dans sa tribune au mois de mai, les ferments potentiels du retour d'une guerre civile. Et pour prévenir ce danger, il faut vraiment faire un énorme travail, un travail très important. Et c'est pour ça que l'Institut Montalembert, qui ne veut pas effectivement s'inscrire dans une logique conceptuelle, c'est-à-dire rester effectivement très, très, très éloigné en fait, du réel, effectivement veut et engage un travail pour pouvoir effectivement accompagner les décideurs politiques, la société civile, pour qu'elle puisse d'elle-même, par elle-même, entre guillemets, refuser les logiques qui effectivement aujourd'hui sont en train de naître. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a demandé à deux amis d'intervenir pour nous aider à ce travail et de préciser justement le travail que nous aurons à faire pour éviter tous ces dangers, ces risques. D'abord, Jean-Pierre Brard, qui est l'ancien député maire de Montreuil-sous-Bois, qui connaît bien tous ces sujets et ces préoccupations-là, lui-même étant forcément très engagé dans l'administration, on va dire, de l'une des plus grandes villes, voire la première ville de Seine-Saint-Denis, qui a été engagée. Alors, pour la petite anecdote, nous avons effectivement traversé l'épisode de ce qu'on a appelé les émeutes de 2005 ensemble, parce que j'étais le capitaine en charge de la compagnie qui était sur le territoire de Montreuil, que je commandais sur le territoire de Montreuil. Et donc, on a vécu ensemble ces événements. On pourra même revenir dessus parce que je pense que c'est un très bon retour d'expérience. On a fait, il pourra mieux vous présenter les choses, un travail, effectivement, je pense, qui peut nous aider aujourd'hui, qui peut nous aider vraiment aujourd'hui encore à prévenir toutes ces difficultés qui peuvent naître. Effectivement, et je pense me corriger, à Montreuil, on n'a pas vécu des émeutes parce qu'effectivement, je pense M. Brard a fait un excellent travail de terrain pour simplement, effectivement, le réduire à simplement un épisode de violence. Donc, on pourra en revenir tout à l'heure. J'imagine qu'il va en parler. Voilà, donc, j'ai aussi demandé à Mathieu Bocoté, effectivement, d'intervenir aussi avec nous aujourd'hui. Donc, Mathieu est essayiste, sociologue et québécois, qui connaît très bien toutes ces questions liées, entre guillemets, à la diversité. Il parle effectivement de logique diversitaire. Donc, il pourra effectivement revenir un peu aussi au regard de ce qui se passe en Amérique du Nord, peut-être nous faire aussi une analyse spécifique pour l'Amérique du Nord et de son point de vue, forcément, étant donné qu'au Québec, j'imagine, il y a un regard très particulier porté sur ce qui se passe aux États-Unis. Et oui, donc, et nous accompagner dans cette réflexion de comment effectivement, contrer ces logiques qui, effectivement, aujourd'hui nous menacent. Donc, à partir du moment, je laisse donc la parole tout d'abord à M. Brard et donc Mathieu lui succédera. Merci. Merci. Oh, beaucoup de choses ont été dites déjà, hein. C'est formidable. D'abord, je partage ce qui a été dit par Saïd et par Ludovic. Moi, je pense qu'il faut tenir bon, construire, mais construire en donnant du contenu. Et il faut allier la réflexion à l'action. Ludovic Trollet rappelait tout de suite que nous avons géré ensemble
pas les émeutes, les violences urbaines de 2003. Les émeutes, c'est un langage d'ignorants, de journalistes qui habitent le quartier latin et qui sont à la recherche d'émotions fortes. La réalité, c'est pas ça du tout. Les émeutes, c'est aux États-Unis, c'est Brighton en Grande-Bretagne, c'est Los Angeles aux États-Unis il y a 20 ans, avec des combats de rue, des morts. Nous n'avons pas eu tout ça. Ça ne veut pas dire que ça a été une partie de plaisir avec Ludovic. Nous avons passé 4 nuits où nous avons peu dormi, mais nous étions sur le terrain, tous les élus sur le terrain, avec un discours simple. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables du côté gouvernemental, mais ceux qui brûlent les voitures sont des voyous. Et c'est à la population de protéger la ville. Et c'est ce que nous avons fait. Et ma foi, ça s'est bien passé. Je dirais même que ça a laissé des souvenirs chez certains habitants la nuit de discussions fantastiques. Et je vois encore ces pompiers, le visage noirci parce qu'ils tiraient ces tuyaux lourds. Et Montreuil est une ville qui a du relief. Alors, je peux vous dire qu'après 4 nuits comme ça, ils étaient prêts pour les Jeux Olympiques. Mais plus sérieusement, je pense qu'il ne faut rien céder. Saïd disait que nous nous sommes laissés grignoter. Je pense que c'est vrai. C'est par la lâcheté du politique et le renoncement à nos valeurs fondamentales, en particulier sur la laïcité. Vous avez des gens qui ont fait du commerce, qui ont accepté des compromissions violant nos règles républicaines. Vous savez, la loi de 1905, elle est très claire. Elle nous dit la République ne reconnaît, ne subventionne aucun culte et garantit à chacun la liberté de pratiquer le sien. Le « et » est très important parce que ça veut dire que, par exemple, pour ceux qui n'avaient pas de lieu, parce qu'ils sont d'une présence plus récente en France, il faut les aider à régler le problème, mais en respectant la loi, pas subventionner et pas financé. Et vous avez des élus qui ont vendu leur âme en espérant grappiller quelques voix. Sauf que ceux qui prétendent donner leur voix à ce moment-là sont insatiables. Vous ne leur donnez jamais assez et les élus acceptent de vendre la République. Moi, je pense que face à cette situation, il y a 2 dangers à éviter. C'est l'émotion et la peur. Il faut réfléchir, le monde bouge. Nous sommes devant une crise extraordinaire du modèle occidental. Le modèle occidental, c'est comme l'Empire romain, il est en bout de course, mais c'est au temps numérique. Donc, ça va beaucoup plus vite. Et qu'est-ce qu'on fait face à ça? Est-ce que notre idéal, à vous qui êtes chrétien, à moi qui ne le suis pas, mais en lisant vos textes, je me dis que, ma foi, je ne m'y retrouve pas si mal. Qu'est-ce que c'est l'idéal? C'est avoir, posséder, il faut de l'argent absolument, ou bien est-ce qu'il faut d'abord penser à être, et est-ce qu'il faut se demander pourquoi nous vivons, quelles valeurs nous allons transmettre à notre famille, comment on s'occupe de la famille, pas seulement de la famille, des autres aussi. Les autres, c'est la grande famille universelle à laquelle nous appartenons. Et les valeurs, c'est quoi? Moi, je le disais souvent à la tribune de l'Assemblée nationale. Moi, j'ai des valeurs, mais mes valeurs ne sont pas cotées à la bourse. Elles sont cotées au Panthéon. Et parfois, je les nommais. Elles peuvent s'appeler amour, bonté, fraternité. Alors ça, ce sont des valeurs qui n'ont pas d'écho dans une partie du personnel politique, mais même dans la population aujourd'hui, parce qu'on a appris aux gens, comme aux États-Unis, que vous voulez quelque chose d'après l'argent que vous gagnez ou que vous avez accumulé, sans trop réfléchir si d'ailleurs vous l'avez gagné bien honnêtement. Et de ce point de vue, la classe politique, mais aussi économique, a donné un spectacle depuis 20-30 ans dans notre pays qui n'est pas bon. Entre Tapie, Cahuzac, Fillon, ça délite, évidemment, et ce n'est pas bien. Il faut revenir à la morale, mais pas à la morale de prise unique, mais une éthique républicaine et où on remet au centre
des valeurs qui sont racinées, y compris dans notre histoire. Nous ne partons pas de rien. Et nous avons l'histoire qui va dans les profondeurs de l'histoire du continent, mais si je regarde, vous avez Abélard, vous avez Erasme, vous avez les Lumières, et je pense que l'idéal qu'il faut enseigner à nos élites, avec beaucoup de guillemets actuellement, c'est ce que Emmanuel Faber, le patron de Danone, rappelait dans son discours aux étudiants de HEC qui sortaient d'HEC, qui évidemment ne pensaient qu'à gagner des sous. Et il leur a dit, oubliez la gloire, oubliez le pouvoir, oubliez l'argent. Et je n'ai compris cela, a-t-il dit, que lorsque mon frère est mort. Oui, ça fait réfléchir tout ça. Et si nous sommes capables de faire partager ces valeurs, on va réfléchir à ce qu'on va faire de notre vie. Et la crise sanitaire, de ce point de vue, je pense que ça doit faire réfléchir. L'imprévision, où on a mis au devant de la scène les lignes budgétaires plutôt que la santé des Français. Et Roselyne Bachelot, hier, dans son audition, a dit des choses tout à fait exactes. Nous ne sommes pas du même bord politique, mais j'ai toujours eu beaucoup de respect pour elle, parce qu'elle a son franc-parler. C'est une vertu qui est rare. Et la crise sanitaire, elle a mis aussi au premier rang les inégalités de toutes sortes, de revenus, de logement, d'éducation, de santé, de vie sociale. Et je suis d'accord avec Saïd. Attention à la victimisation, y compris ceux qui sont dans une situation d'inégalité. La solution, ce n'est pas de se victimiser, c'est de se battre pour changer la situation. Et qui doit se battre? Ben, c'est tous ceux qui croient à l'éminence de la personne humaine. Et vous, qui êtes de tradition chrétienne, vous avez vous avez des éveilleurs qui ont joué un rôle très important. Bon, il y a le pape François actuellement. Il y a eu Léon XIII avec son encyclique Rerum Novarum. Et puis plus loin, il y a eu ce père dominicain, Bartholomew de las Casas, qui a eu le courage à l'époque d'écrire au roi d'Espagne pour décrire les conditions qu'on faisait aux Indiens et auxquelles on niait leur dignité humaine. Alors moi, je ne crois pas à la victimisation. Ce qui s'est passé aux États-Unis, dans ce pays de brutalité, de violence et d'inégalité, c'est horrible, mais la couleur n'y fait rien là-dedans. C'est comme chez nous. Je ne compare pas la situation aux États-Unis et en France. Il y a des gens qui ont été tués dans des conditions qui sont vraiment des anomalies épouvantables, mais ça n'a rien à voir avec la couleur. Et regardez aux États-Unis, il y a eu un président noir. D'ailleurs, il n'est pas noir, il est métis, M. Obama. Qu'est-ce qu'il a changé pour les Noirs? Rien. Mais le soir de sa première élection, il a dit quelque chose qui pour lui était plus important. Il a dit, mon ambition, c'est de rétablir le leadership des États-Unis. Ben, vous savez, à Wall Street, que le chef des États-Unis soit blanc ou noir, c'est la seule chose qu'il voulait entendre. C'est quelqu'un qui allait protéger les dividendes. C'est pour ça qu'il s'est intéressé aux dividendes et qu'il ne m'est plus resté de temps pour combattre les inégalités, en particulier raciales. Il n'a rien fait là-dessus. Vous savez, il ne faut pas idéaliser quelqu'un parce qu'il est noir ou bien parce qu'il a été victime de ceci ou de cela. Moi, je pense que nous avons le devoir de respecter chacun, de reconnaître l'éminence de la personne de chacun, que la personne soit noire, blanche, jaune, ça n'a aucune importance, et qu'il faut regarder la réalité avec lucidité, le passé avec lucidité. Et moi, je refuse la culpabilisation, je refuse la repentance. D'ailleurs, qui vendait les esclaves? C'était des chefs noirs. Qui a joué un rôle très important en Afrique pour le commerce des esclaves? Ce sont les marchands arabes. Ça ne change rien au fait que ce sont des crimes, tout cela.
Et Colbert, moi je ne suis pas pour qu'on déboulonne la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale, mais qu'on restitue l'histoire. L'histoire, il ne faut pas la juger, il faut la connaître. Il faut dire qui était Colbert, un grand homme d'État, et en même temps, ça a été le rédacteur du Code noir. Et il ne faut pas être anachronique. Les circonstances de l'époque, c'était aussi que l'esclavage faisait partie d'un système. Et je rappelle que d'ailleurs, en Méditerranée, quand les Turcs faisaient des razzias, ils rasiaient aussi bien des Blancs que des Noirs et ils vendaient tout le monde sur le marché aux esclaves. C'est ça la réalité. Donc vous voyez bien que le problème, ce n'est pas la couleur de la peau, c'est reconnaître la dignité de la personne humaine, et la personne humaine n'est pas une marchandise. C'est quelqu'un auquel on doit reconnaître des droits, qui a aussi des devoirs, parce que quand on appartient à une communauté, on est engagé vis-à-vis de cette communauté. Et je pense que si on veut sortir de la situation actuelle, il faut que nous réfléchissions dans notre diversité, ne pas chercher le consensus. Si nous arrivons au consensus, c'est parfait. Mais partir du consensus, c'est de la bouillie pour les chats. Il ne faut pas éliminer les différences d'opinion. Et je sais bien que nous ne sommes pas d'accord tous ensemble. Moi, je suis pour qu'on partage beaucoup mieux les richesses. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes d'accord avec moi. Je ne suis pas sûr que vous et moi, nous soyons d'accord sur le niveau où il faut mettre la barre pour répartir les richesses. Je pense que vous aussi, vous pensez que Arnaud, Pinault, Drahi et tout ça, ils ont beaucoup trop de sous et qu'on pourrait partager un peu mieux et qu'il n'est pas normal que des gens vivent avec le RSA ou le SMIC. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ça, après, c'est l'objet de débats à partir du moment où on reconnaît l'éminence de la personne humaine qui a le droit d'être soignée, d'être formée, de se reposer, d'avoir un logement, d'avoir une vie de famille digne. Et la question de l'immigration qu'on instrumentalise complètement, on peut la régler si on lit d'ailleurs la question de l'égalité sociale et du devenir de la planète. Tous ces Africains qui quittent leur terre pour aller vers des paradis imaginaires, pour faire vivre leur famille, quand ils quittent leur pays, ils abandonnent la terre. Qui cultive la terre? Personne. Et vous avez la terre qui se détériore, le désert qui avance. Notre responsabilité, c'est d'aider toutes ces populations à garder leurs racines au pays, à pouvoir s'occuper de leur famille. Et en les aidant, nous ferons de tous ces paysans des agents du service public de l'humanité. Là, on fait de l'écologie. Moi, j'ai horreur des écologistes qui nous disent qu'il faut manger bio et qui n'hésitent pas à être assis à quelqu'un qui a son assiette vide et qui n'a pas les moyens de la remplir. Moi, il y a des gens que je ne supporte plus. Les gens qui sont pour la mixité sociale, par exemple dans une ville comme la mienne, Montreuil, ils sont pour la mixité sociale. Mais ils essaient de scolariser leurs enfants ailleurs que dans l'école du quartier, parce qu'ils considèrent que c'est bien la mixité sociale dans le discours. Mais dans la réalité, ils ont un peu de mal. Ce sont des croyants non pratiquants. Et moi, je crois que la foi, ça doit aller avec la pratique. Et affirmer un discours, il n'est pas crédible si en même temps, vous ne pratiquez pas, parce que c'est comme ça qu'on va échanger et puis convaincre. Et donc, il faut dire dans quel monde nous voulons vivre. Et là-dessus, je suis convaincu qu'on peut se retrouver, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre couleur, quels que soient nos parcours, mais il y a des critères. La justice sociale, l'environnement, la laïcité. L'environnement au sens de protéger notre planète pour qu'elle puisse continuer de nous permettre de vivre. Parce que vous savez, la Terre, elle s'en fiche complètement des hommes. Elle continuera d'exister quand nous ne serons plus là. C'est à nous de faire en sorte qu'elle continue de nous nourrir. Donc, on ne part pas de rien. Je faisais référence tout à l'heure à Bartholomew de Las Casas, Léon XIII et François.
mais chez nous, vous avez aussi les acquis sociaux, vous avez le Front populaire, vous avez le programme du Conseil national de la résistance, qui fait que nous avons aujourd'hui un système de santé. Et ce programme national de la résistance, il y avait qui autour de la table? Il y avait des gaullistes, il y avait des communistes à l'époque. Ce sont deux espèces en voie de disparition aujourd'hui. Il y avait des gens qui croyaient au ciel, des gens qui n'y croyaient pas. Mais ils avaient une vision pour la France. Et ils voulaient que les gens vivent mieux. Et quand De Gaulle, en 1946, a fait ce fameux discours à Lille, où il s'adresse aux gens de sa classe, aux privilégiés, pour leur dire en substance, ce ne sont pas des mots de De Gaulle que je vais répéter parce qu'il s'exprimait beaucoup mieux de cela. Quand il leur dit il faut arrêter de manger la tête dans l'auge, mais il faut partager, sinon ça finira mal. Il a eu le courage de le dire, il a eu aussi le courage de le faire. On peut toujours penser qu'il n'a pas fait assez, mais il a fait beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, j'aime bien une notion que vous développez, c'est celle de bien commun. Il y a des biens communs simples, l'eau, l'air, par exemple, encore que l'eau, ça coûte cher dans certains coins dans notre pays. Il y a la terre à cultiver, ça c'est un bien commun. La santé, il y a le logement, les transports, c'est un bien commun. La communication aujourd'hui, si vous n'avez pas le téléphone, si vous n'avez pas Internet, eh bien vous êtes discriminé. L'énergie, quand je vois qu'on ferme la centrale de Fessenheim aujourd'hui qui nous donne, pas seulement Fessenheim, mais notre énergie nucléaire, l'énergie la moins chère d'Europe, qui permet de payer le kilowatt moins cher pour les gens, mais aussi de faire tourner notre industrie, j'avoue que je ne comprends pas, parce que nos élites abdiquent, capitulent. On découvre qu'on n'est même plus fichu de fabriquer des masques en France, mais parce que ces gens-là ne voient que par les dividendes, par les indices boursiers, mais ne pensent pas à la France, ne pensent pas aux gens qui la font tous les jours. On découvre avec la crise sanitaire qu'il y a des caissières, qu'il y a des éboueurs, qu'il y a des chauffeurs de bus et de métro. Ben, la belle affaire, ils existaient déjà avant, mais pourquoi on les paye si mal? Pourquoi on les paye si mal? Pourquoi quelqu'un qui certainement a beaucoup de talent et qui court après un ballon sur un terrain gagne des millions d'euros, alors qu'une infirmière gagne 1 600 € par mois? Pourquoi un instituteur gagne 1 500, 1 600 € au début de carrière? Pourquoi gagne-t-il 2 fois plus en Suisse et 50% de plus en Allemagne? Parce que c'est mal réparti et chez nous, les inégalités sont très grandes. Il faut combattre ça. Et vous, qui pour la plupart d'entre vous êtes des chrétiens, ce sont des choses que vous comprenez et, à mon avis, que vous pouvez pratiquer. Alors là, si je pouvais me permettre, je dirais que parfois, il faudrait pratiquer mieux. Ludovic sait que j'aime les citations. Et en préparant le débat pour ce soir, j'ai retrouvé une autre encyclique, Gaudium et Spes, où il est dit, finalement, le chrétien sait que la foi seule est incapable de résoudre tous les problèmes, mais c'est elle qui lui dicte dans quel esprit et selon quelle orientation il doit les aborder. Que vous croyez au ciel, que vous n'y croyez pas, c'est pas ça l'important. C'est qu'on trouve chacun dans nos convictions la capacité de nous engager. J'ai conduit au cimetière pendant le Covid un de nos prêtres ouvriers ici, un homme remarquable, 97 ans, et qui a joint toujours dans sa vie l'acte à la parole. La première vertu qu'il avait, c'était d'aimer les autres, de les écouter, de les respecter, de ne pas les juger. Et je pense que ce sont des exemples comme ça qui doivent nous guider. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer ses journées à faire des erreurs en sachant qu'elles seront pardonnées. Et de ce point de vue, les catholiques ont une vieille expérience. Et puis même une période de l'histoire où on pouvait acheter le pardon. Heureusement, on n'en est plus là.
Mais moi, je crois beaucoup à la conviction partagée, mais pour ça, il faut échanger, ne pas accepter la victimisation. Comme le disait Saïd au début de notre échange, échanger sur les convictions, essayer de les mettre en œuvre ensemble et renouveler la démocratie. Et dans notre pays, il faut sortir de nos institutions monarchiques. Regardez pour la crise sanitaire, Macron s'exprimait tout le temps pour ne rien dire. De l'autre côté du Rhin, Merkel, elle ne s'exprimait que quand c'était nécessaire. Vous voyez le résultat. Chez nous, avant, on avait fermé des lits, on avait réduit les postes, on n'avait pas de masques, on n'avait pas de tests. Et en Allemagne, ils ont mieux réglé le problème. Et je pense qu'il faut donner une plus grande place aux citoyens ici, avec la subsidiarité dont parlait Saïd tout à l'heure. Je pense que comme en Suisse, il faut consulter. Je pense que comme en Allemagne, il faut donner la possibilité aux citoyens de révoquer les élus qui ne tiennent pas leurs engagements. Je pense qu'il faut en finir avec le mensonge et le punir. Par exemple, dans la crise grecque, vous avez les élites qui avaient triché sur les comptes, vous avez Goldman Sachs qui avait aidé à organiser la tricherie, la Commission de l'Union européenne qui était au courant, qui paye à l'arrivée le peuple grec avec des enfants qui tombent d'inanition dans les écoles. La crise sanitaire chez nous, ils ont menti et ils nous ont dit qu'il n'y avait pas besoin de masque même au début. Comment on appelle ça en droit? C'est non-assistance à personne en danger. Le mensonge pour la guerre d'Irak, pour la Libye, et tous ces gens-là n'ont pas de compte à rendre. Moi, je pense qu'être responsable, ça va avec être obligé de rendre des comptes. Quand il y a eu la crise de 2008, en Islande, par exemple, qui certes est un petit pays, eh bien, ils ont envoyé leur Premier ministre au tribunal parce qu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait et il avait menti. Donc, à partir de l'idée que la vie de chacun compte, il faut qu'elle trouve sa dignité d'abord dans le travail. Et donc, il faut donner du travail à tout le monde, il faut que tout le monde travaille, il faut partager le travail, qu'il soit correctement rémunéré, il faut corriger les inégalités, et tout ça à partir d'un corpus de valeurs avec au premier rang l'éminence sacrée de la personne humaine, la justice sociale, la protection de la terre, de ses ressources et l'exigence de morale publique. Et je vous assure que je ne pense pas qu'à François Fillon, mais je pense aussi à nos gouvernants actuels. Quand vous avez le secrétaire général de l'Élysée qui a les pieds pris dans un conflit d'intérêts et qui est toujours en place, j'avoue que c'est difficile de faire la morale aux petites frappes de nos quartiers qui arrachent le sac des grands-mères. Merci. Merci, Monsieur Brard. Merci infiniment pour un homme de conviction, un homme de force. Merci pour cet enseignement. Moi, je suis déjà impressionné par votre bibliothèque et je crois elle brille sur votre front, en tout cas. Mais je ne prête pas facilement mes livres parce que parfois on ne me les rend pas. Mais je voulais juste vous dire, vous auriez fait un excellent prêtre ou pasteur, très honnêtement. Hein, vous avez du charisme, en tout cas. Merci, Monsieur Brard, en tout cas. Amen. Voilà. Emmanuel, Oui. Ludovic, si tu peux oui, présenter un peu plus Alors Mathieu. Mathieu, effectivement, va forcément prendre le relais pour accompagner notre réflexion sur, effectivement, lui, son analyse venant du continent américain, de effectivement, ce phénomène qui s'est un peu effectivement emballé, et surtout comment effectivement l'interpréter, et surtout comment on peut l'affronter et pour pouvoir effectivement se sortir effectivement des logiques qu'il active et qui effectivement peut effectivement entre guillemets nous entraîner effectivement dans des affrontements communautaires qui peuvent être extrêmement dangereux. Donc je lui laisse la parole pour continuer notre réflexion. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, d'accord. Donc, ce que je proposerai comme réflexion en quelques minutes, c'est une forme de brève sociologie de ce qu'on pourrait appeler la tentation racialiste
qui émerge, qui vient certainement du continent nord-américain, plus exactement des États-Unis, mais qui n'est plus porté exclusivement, quoi qu'on en pense, par la mouvance indigéniste, chez vous comme chez nous d'ailleurs. C'est une grille de lecture des rapports sociaux qui vient des États-Unis assurément, mais qui s'est imposée dans l'université, qui s'impose aujourd'hui dans les médias. Le lexique racialiste s'est imposé dans les médias, qui est relayé et porté par le monde de l'entreprise. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Le monde de l'entreprise est à l'avant-garde de ce que j'appelle dans d'autres lieux la révolution diversitaire. Et ce que je cherche à comprendre à travers cette question du racialisme, eh bien, c'est à quel point c'est une logique de déconstruction de la condition même de l'existence de nos sociétés. Alors, au point de départ, il y a une spécificité américaine. Sans le moindre doute, l'histoire américaine est marquée par le péché originel des États-Unis, c'est véritablement l'esclavage. C'est le sort réservé à la minorité noire aux États-Unis et le racisme américain, qui est une réalité, tient dans le paradoxe suivant, c'est qu'on a amené les Noirs de force aux États-Unis pour ensuite leur reprocher d'être là. Et on le voit donc de l'esclavage, ensuite à la ségrégation, ce qu'on appelait les lois Jim Crow, et ensuite jusqu'aux difficultés actuelles de la minorité noire, on se retrouve avec un pays qui n'est jamais parvenu à transcender, dépasser son défaut de fabrication originelle, disons ça comme ça. Donc, il y a une question noire américaine, sans le moindre doute. Il y a eu des progrès aussi, sans le moindre doute, aussi, de la guerre civile à la révolution des droits civiques, à l'élection d'Obama, aux différents programmes qui ont été faits pour construire une classe moyenne noire. Il y a eu des progrès aux États-Unis, sans le moindre doute. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une singularité américaine. Il y a un problème, cela dit, qui est assez majeur, qui s'impose aujourd'hui dans le monde occidental, et c'est ce que j'appelle l'américanisation des esprits, ou la colonisation mentale des esprits par l'univers conceptuel et l'imaginaire américain. Qu'est-ce qu'on voit à travers ça? C'est que de plus en plus, les populations issues de l'immigration, dans vos pays, comme dans le mien, le Québec, comme dans celui d'à côté, le Canada, on voit de plus en plus les populations issues de l'immigration être tentées de se définir comme si elles s'identifiaient au sort de la minorité, de la communauté noire américaine, des Noirs américains. Comme si finalement elles connaissaient le même sort, comme si elles avaient la même situation, comme si elles avaient la même réalité. Comme si, d'une certaine manière, l'histoire des États-Unis, de la France, du Québec, du Canada, d'autres pays, de l'Italie, était interchangeable. Alors qu'il n'y a pas d'interchangeabilité historique, non plus qui est sociologique. Il y a une structure sociologique propre à la société américaine qui ne s'est pas reproduite ailleurs, heureusement, peut-on dire. Or, à cause de cette espèce d'américanisation des esprits et de cette racialisation des rapports sociaux, eh bien, de moins en moins, on veut voir des Français, des Allemands, des Italiens, des Québécois, des Canadiens, des Américains, des Suédois, ou encore des Haïtiens, des Afro-Américains, des Kenyans, des Togolais. Ce qu'on veut voir, c'est des Blancs et des Noirs. Donc, la grille racialiste, de plus en plus, aplatit les sociétés, vient annihiler leurs différences historiques, leur réalité historique propre, et nous dit finalement, il ne faut voir que des Blancs ou des Noirs, et on doit de plus en plus penser les tensions sociales, les conflits sociaux, à travers la figure de plus en plus fantasmée de la guerre raciale, qui est de plus en plus ouverte, et cette volonté aussi de réduire les identités à des catégories raciales. Alors moi, je veux me dire, le racialisme est à la fois condamnable moralement et sociologiquement. Moralement, parce qu'il consiste à réhabiliter la légitimité de la race comme catégorie politique et sociologique pour penser nos rapports sociaux, pour penser nos sociétés. Le racialisme, en fait, nous dit, eh bien, la race est une catégorie fondamentale et c'est à partir d'elle qu'on doit penser les différents rapports sociaux. Il ose même nous dire, d'ailleurs, il y a une mutation de l'antiracisme, si je peux dire. Auparavant, l'antiracisme, ça consistait à dire, eh bien, il faut neutraliser la présence de la race dans les rapports sociaux pour faire une société colorblind, comme on dit aux États-Unis. Mais ça, cette perspective-là, aujourd'hui, aux États-Unis, on appelle ça ici aussi du daltonisme racial. C'est-à-dire désormais dire qu'on ne voit pas les couleurs, refuser de tenir compte de la race, c'est ça le racisme. Et le véritable antiracisme aujourd'hui consisterait à mettre de l'avant la question raciale pour ensuite lutter contre les inégalités raciales, dit-on. Donc, on a une inversion complète de la définition de l'antiracisme en l'espace de quelques décennies.
Autre élément, donc sur la question du racialisme, je dis qu'il est moralement condamnable parce qu'il réhabilite la question de la race, mais il est surtout sociologiquement très bête. Il est sociologiquement très bête parce qu'il en vient à abolir les nations, les cultures, les peuples, les religions, les civilisations, les langues, pour nous dire finalement il y a une interchangeabilité des êtres selon la couleur de la peau. Alors d'un point de vue nord-américain, j'ajouterais même d'un point de vue québécois, il y a derrière ça une absurdité absolue. Quand on regarde la société québécoise, par exemple, pour ceux d'entre vous qui la connaissez un peu, il y a historiquement au Québec des clivages, sans le moindre doute, aucune société n'est pas clivée, mais elle est clivée linguistiquement, la société québécoise. Le clivage historique chez nous, c'est les Français et les Anglais. Globalement, le peuple québécois a été dominé chez lui depuis la conquête jusqu'à aujourd'hui, une émancipation réelle, mais le véritable clivage, c'était les héritiers des Anglais, de l'autre côté, les Français. Et donc, autrement dit, il y avait un clivage linguistique. Aujourd'hui, ce qui est assez fascinant, c'est avec le racialisme, eh bien, on vient nous dire qu'on vient fondre cette histoire en une seule. Donc, désormais, on nous dit qu'il y a une majorité blanche au Québec. Mais là, on se pose la question, ben, tout le monde, moi je me la pose. Est-ce que j'ai la même histoire que les Canadiens anglais avec qui j'étais en conflit? Nous avons été en conflit depuis 250 ans. Est-ce qu'on a la même histoire parce qu'on a la même couleur de la peau? Jusqu'à tout récemment, j'avais l'impression que c'était, pour le dire avec le vocabulaire français, l'ennemi héréditaire. C'est-à-dire que nous étions appelés à nous sentir beaucoup plus proches d'un Haïtien qui arrive au Québec et qui s'intègre à la majorité francophone qu'un Canadien anglais qui, bien qu'il soit blanc, eh bien, historiquement, c'est la figure du rival, à tout le moins. Est-ce que dans cette logique racialiste, je dois dire que bien que les Français et les Allemands aient eu l'occasion à plusieurs reprises, c'est le moins qu'on puisse dire, de s'écharper, eh bien, ils partagent à moi une même histoire fusionnée en tant que blancs. Et lorsqu'on nous dit, par exemple, que la civilisation occidentale culmine ou dans cette espèce de lecture du monde sous le signe racial, eh bien, où se trouvent les Blancs en 1944? Est-ce qu'ils sont chez ceux qui débarquent en Normandie ou chez ceux qui tirent sur ceux qui débarquent en Normandie? Est-ce qu'ils portent l'uniforme gris ou est-ce qu'ils portent l'uniforme des forces alliées? Le racialisme, autrement dit, est une logique qui rend inintelligible les rapports sociaux, qui rend inintelligible... On m'entend toujours? Je vois qu'il y a un souci? Très bien, non, c'est bien. D'accord. Qui rend inintelligibles les rapports sociaux, qui fait en sorte qu'on n'est plus capable de penser la spécificité des sociétés. Et moi, ça me frappe beaucoup. Derrière ce racialisme aussi, il y a une volonté, encore une fois, de délégitimer les formes politiques à travers lesquelles nous avons appris à faire communauté, faire société. Par exemple, on le voit en France, et ça, c'est assez intéressant, la France se définit à travers un culte de l'universel. J'ajouterais qu'il est un culte qui, quelquefois, est très particulariste sans qu'elles ne s'en rendent compte. C'est-à-dire, c'est le propre des grandes nations que de croire qu'elles ont un accès immédiat à l'universel. Alors, il suffit de ne pas être français pour voir que la France, son rapport à l'universel est tout à fait singulier, sans le moindre doute. C'est à partir de ses mœurs, de son histoire, de son rapport au catholicisme, de l'expérience de la Révolution, de l'expérience de la République, que la France, à partir de son histoire propre, qui n'est pas l'histoire allemande, qui n'est pas l'histoire italienne, qui n'est pas l'histoire américaine, la France nous propose son idée de l'universel. Et moi, de ce point de vue, je suis très attaché à l'idée que chaque culture génère sa propre idée de l'universel et c'est dans ses aspirations à l'universel qu'elles peuvent se rencontrer. Mais la France a une culture particulière. Mais quand on décide de plaquer des catégories venues des États-Unis sur la laïcité à la française, qu'est-ce qu'on voit finalement? La laïcité à la française est traduite à la manière d'une suprématie blanche qui ne dit pas son nom. Eh bien là, dans cette logique, finalement, toute affirmation nationale est désormais une forme de racisme qui se déploie consciemment ou inconsciemment. Dans la même logique, on doit s'intéresser pendant quelques instants à ce qu'on appelle la mouvance indigéniste qui prétend décoloniser. Son objectif, c'est de pousser jusqu'à son terme la logique décolonisatrice. Eh bien, de la décolonisation. Eh bien, ce qu'on comprend, c'est que dans la logique indigéniste, la France ne parachèvera sa décolonisation que lorsqu'elle se dénationalisera et lorsque les Français eux-mêmes deviendront étrangers chez eux. Et il y a, à travers cette logique indigéniste, une forme de suprémacisme ethnique, véritablement, qui ne dit pas son nom, mais qui veut véritablement s'imposer. Et on le voit quelquefois, moi ça me fascine, dans l'injonction faite de réécrire l'histoire absolument à partir d'une perspective qui est terriblement fantasmée.
qui, comme on le voit, cette espèce de fantasme comme quoi l'expansion, par exemple, européenne se réduirait à une logique d'extermination raciale à grande échelle, comme on l'entend quelquefois. Il y a aussi, je crois, dans l'indigénisme, comme on le voit, une forme de réduction de l'histoire européenne, de l'histoire de l'expansion européenne et de l'histoire de la civilisation occidentale plus largement. On veut la réduire au fil rouge de l'esclavagisme, du colonialisme et du racisme. C'est ce qui fait qu'aux États-Unis, en ce moment, on a commencé à s'en prendre à des statuts des généraux confédérés. On peut comprendre dans l'histoire américaine qu'ils représentent quelque chose de particulier. Mais très rapidement, au bout de quelques jours, on s'en prenait à Christophe Colomb. Christophe Colomb, pourquoi? Alors que jusqu'à tout récemment, ce qu'on célébrait à travers Christophe Colomb, c'était justement l'esprit des grandes découvertes, le génie de l'expansion européenne. Eh bien, il est retraduit à la manière de la figure inaugurale de la modernité génocidaire. Bon. Et à partir de là, on passe de Christophe Colomb à une série de présidents américains qui ont eu le malheur d'avoir des préjugés qui ne sont pas les valeurs d'aujourd'hui. Dans le New York Times, si je ne me trompe pas, ces derniers jours, quelqu'un disait même qu'il fallait s'en prendre au statut de George Washington. Bon, on n'arrête pas, hein? Pas de gêne. Quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. George Washington. Enfin, on s'en est pris aussi à Saint-Louis, on s'en est pris à Woodrow Wilson, on a dénommé un institut qui portait son nom, à l'université Yale. En France, on s'en prend à Colbert, on s'en prend au général de Gaulle, certains s'en prennent à, comment s'appelle-t-il, à Napoléon. Chez nous, on a aussi donc on a cette idée que ou même à Churchill en Grande-Bretagne. On s'en prend à Churchill, apparemment qu'il était raciste. C'est fascinant quand même, parce que le grand test historique du racisme au 20e siècle, c'était quand même, à ce que j'en sais, de tenir tête aux nazis. Tenir tête aux nazis, c'était quand même la chose à faire si on était contre le racisme. Eh bien, apparemment, ça ne suffit plus, parce que Churchill est coupable d'avoir partagé les préjugés de son temps sur d'autres questions. Alors, à travers tout ça, on n'est pas devant une aspiration à la justice. Il y a, oui, une aspiration à la justice aux États-Unis dans un contexte très particulier, mais très rapidement, cette aspiration devant le meurtre terrible de George Floyd, dont on a tous été témoins, eh bien, on est passé de ça rapidement à une culpabilisation généralisée des consciences à la grandeur du monde occidental, une racialisation, je le redis, des rapports sociaux qui poussent en dernière instance à la guerre des races, à un moment de transe religieuse même, comme on le voit quelquefois dans la pire définition du terme, quand on a vu aux États-Unis de ces foules de blancs, entre guillemets, puisque c'est ainsi qu'ils se présentent, s'agenouiller pour demander pardon pour les crimes de leur père. Quand on a vu au nord de la frontière Justin Trudeau, ce mauvais comédien égaré en politique qui se prend pour un homme d'État parce qu'il fait du mauvais théâtre, s'agenouiller lui aussi pour demander pardon. Quand on voit l'injonction, et je précise, on a vu ça chez nous, quand la police dans une ville dans l'est du Québec qui s'appelle Sherbrooke, il y a les manifestations, les policiers encadrent et on demande aux policiers, on hurle « à genoux, à genoux, à genoux », et les policiers refusent de s'agenouiller. Eh bien, la foule se met à huer et à dire, autrement dit, c'était pas un geste de réconciliation, c'est un geste de domination. Donc, on a basculé en l'espace d'un mois, à peu près, un mois et quelques jours, d'une situation où il y a un meurtre effrayant sous nos yeux à Minneapolis, au Minnesota, aux États-Unis, situation, à un effet d'espèce de contamination idéologique très rapide où, à travers cela, désormais, c'est l'ensemble des représentations de la civilisation occidentale qui doivent être aplaties, jetées par terre, piétiné, parce qu'apparemment la révolution viendrait juste, et là ça veut dire jusqu'au comique, lorsqu'on voit certaines marques chercher à tout prix à effacer jusqu'au mot blanc, parce qu'apparemment ce mot serait porteur de toutes les stigmates imaginables. Ça va jusqu'au New York Times, encore une fois, le journal de référence aux États-Unis, qui dit que désormais on va écrire le mot noir et certains autres mots avec une majuscule, mais le mot blanc, on va l'écrire avec une minuscule. Bon, et là, on comprend qu'on n'est pas dans une logique ici égalitaire, on n'est pas dans une logique de justice, on est dans une logique de suprématie et de ressentiment. Alors, devant cela, et là, ce sera ma conclusion, on est dans cette situation paradoxale aujourd'hui où les Occidentaux, les sociétés occidentales, disent essentiellement, nous refusons le concept de race. Nous le refusons, mais il y a une poussée racialiste qui dit, ben, vous pouvez refuser ce que vous voulez, mais nous, on l'impose. Le concept de race est central. Je crois que devant ce défi, la pire chose à faire serait de céder. C'est-à-dire que devant ceux qui disent nous devons être catégorisés en noir, blanc, jaune, mauve avec des points verts et ainsi de suite, eh bien, il faut répondre que nous n'acceptons pas la logique de la racialisation.
Mais il faut comprendre, cela dit, qu'un des éléments qui a engendré cette logique de racialisation, c'est aussi l'effondrement symbolique de la nation. Ça, Philippe Séguin l'avait dit au début des années 90 de manière tout à fait lumineuse. Philippe Séguin disait, si vous sacrifiez la nation, vous n'allez pas vous retrouver à terme avec l'individu émancipé, vous allez vous retrouver avec les tribus et les communautarismes. Quand on assiste à un effondrement symbolique de la nation, eh bien, le besoin d'identité se reporte vers des identités plus petites, plus fermes, plus dures, beaucoup plus étanches, beaucoup plus étouffantes, les fameux communautarismes. Et le racialisme est de ce point de vue le point d'aboutissement des communautarismes. J'ajouterais évidemment que le racialisme et les communautarismes se développent d'autant mieux que dans les pays occidentaux, généralement, l'immigration massive s'est imposée sans qu'on ne tienne compte des capacités d'intégration des sociétés occidentales. C'est-à-dire que j'ai cette intime conviction, puis je pense qu'on peut le démontrer de mille manières, qu'on peut fabriquer un Français, un Canadien, un Québécois, on peut faire une longue liste avec quelqu'un qui vient de n'importe où sur la planète. C'est-à-dire un Pakistanais peut devenir un Québécois, peut s'acculturer, peut prendre la langue, la culture, peut apprendre à dire nous avec le Québec. Un Chinois peut devenir français. Et moi, je n'ai pas d'opposition là-dessus, pas un instant. Mais pour que ça fonctionne, pour que ça réussisse, il faut respecter les capacités d'intégration de la nation. Il faut éviter de verser dans le multiculturalisme, qui est une logique d'inversion du devoir d'intégration, qui dit que ce n'est plus au nouvel arrivant de prendre le pli de la société d'accueil, c'est la société d'accueil qui doit se transformer et s'adapter pour se plier aux exigences de la diversité au nom de la logique des accommodements raisonnables. Eh bien, si nous voulons résister à cette poussée racialiste qui peut nous conduire très loin, qui est d'une grande violence même, d'une violence symbolique. On le voit sur les campus américains et canadiens désormais. Il y a une hystérie idéologique sur les campus quelquefois. Le cas d'Evergreen est bien connu, mais le cas d'Evergreen n'est pas seul, loin de là. L'hystérisation idéologique sur les campus annonce la violence idéologique du monde qui vient. Eh bien, devant tout cela, je crois qu'il faut faire preuve d'une inflexibilité, non seulement dans la défense des principes qui sont les nôtres, mais aussi du cadre politique et du cadre culturel qui a permis à ces principes d'émerger, c'est-à-dire la nation, c'est-à-dire la civilisation occidentale, et ne pas croire qu'elle se définit strictement par des principes désincarnés, mais à travers des mœurs, à travers une pratique culturelle, à travers une identité forte. Et c'est dans la mesure où nos sociétés auront cette identité forte, décomplexée et revendiquée, qu'elles seront capables de réenclencher le processus d'intégration ou d'assimilation. C'est dans la mesure où elles affirmeront clairement leur opposition à leur logique racialiste. J'ajouterais l'opposition à l'américanisation des mentalités, qu'il sera possible de, peu à peu, lentement, mais de restaurer une société davantage pacifiée, davantage réconciliée. Ce n'est pas pour demain. Espérons que ce ne soit pas, cela dit, pour le siècle suivant. Je vous remercie. Bravo, merci Mathieu. Bravo, excellent. Alors, donc, on va lancer maintenant les questions et réponses. On vous propose effectivement de pouvoir réagir, poser vos questions. Éventuellement, en fait, on pourrait, compte tenu justement est-ce qu'on peut démuter tout le monde pour que chacun puisse, alors, en bon ordre, en fonction de celui qui souhaite intervenir, poser sa question. On a la chance d'avoir avec nous Patrick Tivolier, on a aussi Régis Passerieux, Henri Baclé, Jean Maher et j'aurais souhaité éventuellement, Olivier, tu peux démuter s'il te plaît tout le monde, merci. Okay. J'aurais souhaité éventuellement peut-être une réaction de Patrick Tivolier ou alors de Régis Passerieux. Je sais que je ne sais pas si Refondation a l'habitude de traiter un petit peu cette problématique du BLM, en tout cas, mais en tout cas, ça me ferait vraiment plaisir. Olivier, si tu peux démuter. On n'entend plus, excusez-moi, on n'entend plus. Oui, ben, c'est bon, en fait, tout le monde peut intervenir et poser sa question. Tout le monde peut se démuter. Oui, il suffit de démuter. Hein. Je voulais juste, éventuellement, on a la chance d'avoir Patrick Tivolier avec nous. Si tu veux... Il peut démuter. Voilà, Patrick, tu peux démuter. Alors, voilà, super. Patrick, on est vraiment content de t'avoir avec nous. J'ai vu que tu prenais beaucoup de notes, énormément de notes. Tu as été vraiment studieux. Tu es vraiment le parfait étudiant. Et Patrick, tu as entendu un petit peu ces deux interventions. Je sais que Refondation
traite aussi pas mal de problématiques, pas mal de questions. La dernière fois, c'était un petit peu sur la question du logement et puis toutes les contraintes avec l'urbanisation, aujourd'hui la métropolisation des villes. Et une brillante intervenante. Et par rapport à cette thématique, Patrick, éventuellement, est-ce que tu as une réaction? Moi, j'ai pris des notes, oui, effectivement, mais c'est surtout la dernière intervention que j'ai bien aimée. N'importe comment, j'aime bien notre ami Bob Coté, donc je le disais à Régis en aparté. J'aime bien son style. J'aime bien son style. Je ne suis pas totalement étranger quand je me lâche un peu, donc voilà, ça me rappelle des souvenirs. Et nerveux, hein. non, c'est un point qui m'a vraiment frappé parce que je n'étais pas tout à fait sensible de la même façon à cette notion de la nation il y a encore quelques années. J'ai commencé à m'intéresser à la politique à une époque où j'étais plutôt dans la mouvance rocardienne, donc on était très européen, je le suis toujours, mais qui vient d'être dit sur l'effondrement de la nation et l'effondrement symbolique de la nation et ses conséquences me paraît être particulièrement d'actualité avec tout ce qui concerne les éléments d'actualité sur la justice, sur la police, sur la façon dont cette notion de nation est proposée par les principaux responsables politiques. Je pense que là, il y a vraiment un très gros travail à faire parce qu'effectivement, je crois qu'on n'est pas loin d'un certain tribalisme. Là aussi, les informations récentes nous conduisent à en être très conscients. Et moi, j'ai résisté longtemps à cette vision-là. J'ai résisté longtemps, d'abord parce que je n'habitais pas dans des endroits où ces choses se passaient. Et puis, quelque part, il y avait le refus de me dire qu'il y avait ce genre de risque dans mon pays. Je pense que ce qui a été dit aussi sur ce qu'on a en nous sur l'universalisme français ne peut pas emporter ce genre de conséquences. Donc, je pense qu'il y a derrière ces choses-là quelque chose qui est extrêmement dangereux à relativement court terme sur le plan électoral et peut-être encore plus grave sur un plan sociétal. C'est dire si les éléments qui ont introduit ce webinaire, comme on dit chez nous, par notre cher pasteur préféré, et sa clarté de propos me paraît devoir être pris en compte. Ce n'est pas très facile de le dire sur un plan politique avec une telle clarté. Peut-être faudra-t-il aller jusque-là. Alors justement, Patrick, c'est tout le sujet et tout l'enjeu de notre réflexion, c'est d'aller vraiment vers quelque chose effectivement d'utile. On voit bien effectivement cette logique d'affrontement qui s'installe. Mathieu a été extrêmement, je pense, précis justement pour comprendre un peu les mécanismes. Mais comment alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut proposer pour refuser cette logique? Je ne sais pas si Mathieu a une idée. Est-ce que M. Brard a une idée? Régis a des idées. Oui. Oui, Régis. Vous m'entendez? Oui. Bien sûr, Régis, on t'entend et on est très heureux de t'écouter, Régis. Alors, je crois que quand on dit que faire devant cela, alors on rêve tous, et ça, c'est le syndrome et le fantasme de l'homme providentiel, c'est cette idée qu'il suffirait qu'on élise enfin la bonne personne avec le bon programme pour que d'un coup, on soit capable de renverser la tendance. Il y a du vrai là-dedans, c'est-à-dire qu'une décision politique forte peut contribuer à renverser significativement le cours des choses. Mais il y a aussi, je pense que les responsabilités sont généralisées. Je vais donner un exemple. Se diffuse sur les campus, chez vous comme chez nous, une culture aujourd'hui de ce qu'on appelle la cancel culture. C'est-à-dire, globalement, on reçoit sur les campus je ne sais trop, une association d'étudiants décide d'inviter M. X ou appelons-le même M. Z ou M. F. Bon, on les invite comme conférenciers et là, il y a des étudiants qui considèrent que le propos de ce monsieur est un propos haineux ou discriminatoire ou intolérant. À partir de quoi? Parce que de leur point de vue, il faut bien voir à quel point la notion de discours haineux est aujourd'hui une des notions les plus toxiques qui soit du point de vue de la liberté d'expression. La notion de discours haineux ne cesse de s'étendre. Et aujourd'hui, on le voit dans des associations étudiantes nord-américaines, on le voit de plus en plus, on dit
nous acceptons la liberté d'expression, mais nous n'acceptons pas les discours racistes, sexistes, capacitistes, anti-vegan. Là, on peut faire une les phobies, on les multiplie. On aura dans leur esprit, c'est interdire les discours racistes, c'est pas interdire les discours racistes, c'est interdire les discours critiques de l'immigration, critiques du multiculturalisme, critiques de l'islam s'il le faut. On est dans cette logique où, globalement, il faut interdire les propos qui viennent heurter la sensibilité des minorités. Parce qu'il faudrait faire de l'université un safe space, c'est-à-dire un espace immunisé contre les discours qui pourraient heurter la sensibilité de différentes minorités. On réhabilite la logique du blasphème, mais appliquée désormais aux choses identitaires. Bon. Devant ça, les institutions académiques ont la fâcheuse manie de capituler, de céder, de se coucher. On le voit aux États-Unis, on voit même très souvent, on l'a vu à Middlebury College, par exemple, un professeur conservateur, il n'y a pas de doute là-dessus, polonais, est invité à faire une conférence sur un de ses livres à Middlebury College. Eh bien là, des étudiants disent « Ah, ce discours me heurte, me blesse, j'entends ce que j'entends là risque de me heurter, de me blesser dans ma représentation de moi-même. Ça fait un environnement universitaire toxique, plein de micro-agressions contre moi-même intérieur. Donc, il faut interdire la conférence. » Le conférencier arrive, et là, il décide de faire une tombola, de jouer du tambour, de jouer de la trompette pour faire en sorte qu'on ne puisse pas l'entendre. Et que fait l'administration universitaire? Dit « Nous sommes conscients de la légitimité des griefs des étudiants et nous nous excusons d'avoir permis dans de telles circonstances un discours qui peut heurter les minorités. » Donc, on va essayer de... En gros, elle se couche devant les radicaux. L'extrême gauche racialiste et identitaire sur les campus américains est parvenue à imposer son agenda. Et ça, c'est la logique du politiquement correct, mais qui s'étend aujourd'hui de manière tout à fait impériale. Eh bien, ça, je suis convaincu d'une chose, c'est que devant cette logique où des milices idéologiques se permettent de définir les contours autorisés de la liberté d'expression et surtout se permettent de se donner le droit d'intervenir et de stopper certains conférenciers, certains propos parce que ça heurte leur sensibilité. Si les institutions académiques, universitaires, médiatiques ne se tiennent pas devant cette forme d'extrémisme idéologique et identitaire, eh bien, c'est la liberté d'expression qui sera désormais balisée par les bigots d'un camp ou de l'autre. Les bigots, aujourd'hui, cela dit, ce sont, hélas, ces groupes qui se réclament des minorités, d'ailleurs, qui prétendent parler en leur nom sans jamais leur avoir demandé, si je peux me permettre d'ajouter. Donc, des groupuscules qui prétendent fixer le périmètre autorisé du discours public et qui se donnent le droit, c'est fou, hein, je me permets de donner un dernier mot là-dessus, ils inversent même le sens de la liberté d'expression. Ils vont dire que la liberté d'expression, ce n'est pas la liberté de tenir des propos qui sont phobes, mais ils ajoutent que votre liberté d'expression, c'est peut-être de parler, mais la mienne, c'est de vous empêcher de parler. Eh bien, donc, la véritable liberté d'expression consiste aujourd'hui à empêcher les discours dominants, intolérants et qui reproduiraient un ordre symbolique discriminatoire. Eh bien, quand on entre dans cette logique-là, on a déjà capitulé. Donc, de ce point de vue, chaque fois qu'il y a une conférence qu'on menace d'interdire dans telle ou telle université, chaque fois qu'un ancien président de la République se fait brûler ses livres dans un événement, ça s'est passé chez vous pour François Hollande, chaque fois je pense qu'il faut devant cela être d'une inflexibilité absolue. Il faut défendre la liberté d'expression. Moi, de ce point de vue, je suis très nord-américain. Moi, je suis un maximaliste de la liberté d'expression. J'adore la France. La France, c'est pour moi la mère patrie, comme on disait autrefois au Québec. Mais je confesse une perplexité absolue devant la manie de traîner les gens devant les tribunaux chez vous quand quelqu'un dit quelque chose qui déplaît à quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas. Il va falloir, je pense, détricoter cette espèce d'appareil qui prétend baliser la parole publique, mais qui, dans les faits, autorise les hypersensibles de chaque camp à faire taire ceux qu'ils n'aiment pas. De ce point de vue, la première résistance, c'est d'abord celle-là. Ensuite, il y a 1000 autres mesures à prendre, mais je crois que c'est une mesure qui est à la portée de tous, c'est de ne pas capituler lorsqu'un groupuscule d'excités décide de faire taire quelqu'un. Bravo, bravo Mathieu, merci. Peut-être juste démuter Régis. Régis, si tu peux démuter, tu démutes toi-même directement. C'est fait. Voilà, super, génial. À toi la parole, Régis. Oui, non, mais je n'ai que des interrogations. Ce que je trouve, c'est que Mathieu Bock-Côté, en quelques phrases et concepts, dit très clairement ce qu'on ressent de la situation. Et la première chose qu'il faut dire, c'est que ce constat est malheureusement le constat qu'on doit faire factuellement. Il en détache bien toutes les symptômes, comme un médecin qui en fait la sociologie et même la philologie. Mais la question, en effet, il l'a abordée, c'est comment réagit-on? Parce que la grande difficulté, c'est évidemment que si en fait on accepte le combat
de la surenchère, comme il n'y a plus aucune limite dans la sagesse, dans la manière, dans ce qui est proposé, ce qui construit même notre société, notre politique et notre histoire, c'est un équilibre horloger de sagesse héritée, très finement ciselé, qui a mis des années et des décennies et des siècles à se construire. Et donc, tout mouvement de colère, je dirais, si on tape du poing sur la table, on va automatiquement raviver un combat et donc servir l'adversaire dans une certaine mesure, parce qu'on va sortir de notre culture, de nos cultures, de notre richesse de culture, pour une colère tout à fait légitime, en grande partie légitime, et quelque part salvatrice, mais qui va ne pas résoudre le problème. Comme il l'a dit, je ne crois pas qu'il y ait non plus de solution avec un homme providentiel ou une femme providentielle, parce qu'il faut aller à la source. La source du sujet, le sujet majeur, c'est la montée de l'individualisme et l'explosion de l'atomisation de la société. Ce qui permet à ce système d'accusation accusatoire de fonctionner, c'est que nous ne sommes plus nous. Or, une nation, ce n'est pas un élément conceptuel, ce n'est pas une espèce à la limite, nos statues de bronze qui incarnent la République. Moi, quand j'étais maire à Agde, j'en ai reconstruit une, refondu une à l'identique qui avait été fondue pendant les Allemands pendant la guerre. Je croyais que ça allait ressouder la communauté de la ville et retrouver son histoire. Non, ce sont des choses qui sont trop simplistes. Notre culture est bien plus compliquée. Et donc, la difficulté que nous allons avoir, ça va être d'être capable, en fait, de redonner l'esprit de la culture et de la nation à chaque individu. Je pense que le nationalisme, je dirais, c'est quelque chose de profondément intérieur à chaque citoyen qu'il faut reconstruire. Et ça, ce n'est pas une œuvre qui va être permise par un homme providentiel ou par un temps court. Je crois qu'il faut en effet dire non, comme l'a dit Mathieu Bocoté, à des choses qui sont carrément la provocation, mais un non très calme, très structuré, très posé, et qui reste dans le droit fil de notre sang-froid et de notre histoire. On n'a pas d'ailleurs à perdre nos nerfs, car dans ce cas-là, on servirait totalement en déstabilisant même la confiance collective de ses adversaires, mais qu'ensuite, par contre, eh bien, il va falloir reconstruire une société de liens en allant de l'avant, parce que le risque majeur, c'est de se replier justement dans une crispation et sur le passé, et sur ses peurs, et sur de la timidité, et sur une espèce d'implosion collective et sociale. Mais je pense qu'au contraire, cette mesure, je terminerai juste sur ça parce que nous sommes en train d'y réfléchir avec Patrick et avec d'autres, pour voir quelle est la meilleure solution. Ce n'est pas d'un homme providentiel dont on a besoin, mais c'est certainement d'un projet providentiel qui soit un projet de construction nationale tourné vers l'avenir, pas tourné vers le passé. Et de ce point de vue, la grande espace délabré que laisse en fait à ces ressentiments, à cette histoire, à la conséquence aussi de cette chose que nous avons faite indéniablement dans l'histoire collective, parce qu'il faut aussi poser calmement le bien et le plus, le moins et le plus, sans aucun, mais c'est être capable de se projeter collectivement et d'avoir la construction d'un avenir collectif. Et ça veut dire qu'il faut être capable d'avoir un avenir collectif qui touche, c'est-à-dire qui puise dans ce qui nous a construit et qui crée une émotion qui relie et un engagement de chacun. Ça veut dire, pour résumer, la nation va se reconstruire dans chacun de nos enfants. Et c'est un travail qui doit commencer, à mon avis, maintenant, et qui n'appartient pas, et ça c'est très important, je termine juste sur ça, qu'à l'État. Parce que le problème qu'on a en France, évidemment, qui fait qu'on est plus touché que les autres par la mondialisation, c'est que notre nation, notre diversité, elle a été construite par l'État. Or, comme nous sommes dans un temps où la mondialisation a affaibli ce pouvoir des États, évidemment, nous sommes encore plus fragiles que d'autres pays. Moi, que j'ai beaucoup fréquenté l'Andalousie, en Andalousie, il y a tellement de liens affectifs entre les gens, il y a qu'on n'a pas on survit mieux à ces agressions qu'on le fait. En France, si l'État disparaît, on ne peut pas. Eh bien, il faut se dire que ça ne passera pas ni par l'homme prévidentiel, ni par l'État dans le temps d'aujourd'hui, mais ça passera par un mouvement extrêmement collectif, presque un mouvement culturel,
et que ça demande donc un engagement probablement sur les thèmes de la subsidiarité, de la mise en réseau, du travail dans la société, qui n'empêche pas du tout un discours politique, mais qui ne se résoudra pas par une grande mobilisation. Voilà notre sentiment, sachant que ce ne sont que des pistes que nous sommes en train de réfléchir, parce qu'il va falloir trouver, et là c'est une autre étape, des moyens beaucoup plus concrets pour le mettre en œuvre. Merci Régis, un grand merci. Non, faut que tu démutes, Ludovic, on ne t'entend pas. Démute ton micro, merci. Il faut oui, Monsieur Brard, vous souhaitez réagir ou... Moi, je suis complètement d'accord avec ce que disait notre ami québécois. Moi, je suis un adversaire des accommodements, comme on dit au Québec, là. Et avec ce que Régis vient de dire, il faut reconstruire ça. Ça ne passera pas par l'État, mais l'État peut jouer son rôle pour rappeler les règles et puis défendre nos acquis. La laïcité, c'est d'abord la liberté de conscience. Et quand j'entends qu'au nom de la liberté, on empêche les gens de s'exprimer, c'est affreux. Chez nous, il y a le droit de blasphémer. Mais vous savez, ce n'est pas si évident que ça. Je suis allé faire une conférence il y a 3 ans à l'université d'Augsbourg ou 4 ans sur la laïcité. C'était en écho avec les affaires de Charlie Hebdo. Eh bien, imaginez-vous qu'il y avait une exposition, que la direction de l'université a interdit de présenter les unes mettant en cause le prophète. Et moi, je venais justement pour expliquer la laïcité qui permettait tout ça. Vous voyez, c'est compliqué, mais il faut reconstruire, ça va prendre du temps, il ne faut rien lâcher, il faut aller au combat sans violence, mais avec une détermination indéfectible. On peut poser une question? Monsieur Oujibou? Allô? Allez-y, allez-y. Allez-y, oui. Je voulais poser une question à Mathieu, que je connais bien, et à Monsieur Brard, que je ne connais pas, en leur demandant de développer un peu une partie que Mathieu a abordée en partie dans son propos, c'est la question de la défense des symboles, la question symbolique. Et à ce titre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Brard quand il disait que l'État ne compte pas. L'État compte beaucoup pour défendre ses propres symboles. Alors, je pense que la clé du problème est là et qu'il ne faut pas se focaliser totalement sur la question noire qu'on peut, sur le plan historique, démonter assez facilement. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le livre des traites négrières de Olivier Pétré-Grenouillot, mais la responsabilité noire dans le commerce de l'esclavage est totale. Donc, c'est très difficile, c'est très facile à démontrer à démonter sur le plan historique. Par contre, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que, à mon avis, il y a derrière la question noire, où les Noirs sont instrumentalisés, une question qui consiste à dévitaliser les États, affaiblir les États. Et là, on est dans une guerre idéologique et économique et financière avec des puissances derrière, avec les Soros, avec les GAFAM, les gens comme ça. C'est ça le véritable enjeu. Donc, je pense que si on donne les enjeux, on précise les véritables enjeux, on évite de rentrer dans une guerre qui n'a pas lieu d'être sur la question blanc-noir, mais par contre, on met le doigt véritablement sur, je dirais, les vrais coupables, les vrais adversaires. Je voudrais savoir ce qu'en pense M. Brard et mon ami Mathieu sur cette question de la guerre symbolique. Je finis en disant que j'ai publié aujourd'hui un article dans Causeur qui s'appelle « La guerre des symboles », qui est justement sur cette question que je pense essentielle. Voilà. Merci beaucoup d'avance. Moi, je suis pour la défense des symboles, parce qu'on ne vit pas sans symboles qui sont la concrétisation de nos idées, mais nous sommes assaillis de toutes parts. Nous sommes assaillis par la Cour européenne de justice, nous sommes assaillis par la Cour européenne des droits de l'homme, qui se permet de mettre en cause les décisions qui sont prises chez nous dès lors que nous défendons la laïcité. Et nous acceptons tout ça.
nous acceptons que la nation soit dissoute dans un ensemble qui n'a ni queue ni tête et qui s'appelle l'Union européenne, mais dont l'objectif, ce n'est certainement pas la mise en valeur de valeurs qui nous permettraient de vivre ensemble pour former un nouveau projet. Je suis d'accord avec l'idée qu'il ne faut pas un homme providentiel. S'il y a un homme ou une femme de qualité pour mettre en œuvre un projet qui fait sens et qui rassemble, oui, ça pourra marcher. Mais les hommes providentiels, non merci, on a donné. J'ai une question là-dessus quand même, parce que est-ce que vous connaissez beaucoup de situations où un projet s'est mûri sans qu'un homme l'incarne? Est-ce que dans l'histoire, vous avez des exemples de cas où il y a eu un projet sans une incarnation par une personne? Moi, j'ai un exemple, mais quand l'Empire romain s'est converti au christianisme, il y a eu le christianisme qui s'est diffusé sans être incarné par une personne. Enfin, il avait été incarné avant, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'incarnation dans l'instant où ça a vaincu l'Empire romain. Mais à part ces idées très fondamentales de conversion en profondeur à cause de spiritualité, est-ce que vous connaissez, vous venez de dire tous les deux, trois là, que vous ne parliez pas d'homme providentiel, est-ce que vous connaissez une seule situation historique importante où une idée s'est concrétisée sans qu'elle soit portée par une personne? La Révolution française a diffusé sans qu'elle ne soit portée par une personne et elle a rayonné sur une partie de la planète. À l'inverse, De Gaulle est le contraire de cela, mais il a porté avec un talent et un patriotisme extraordinaire des valeurs qui étaient communes à la nation tout entière. Moi, mon père était pied noir, donc je ne suis pas hyper gaulliste, mais à part ça… Si je peux me permettre, alors, il y a deux, trois éléments. C'est-à-dire que, évidemment, ce qu'on appelle, je le disais, l'homme providentiel est à la fois une nécessité et une fiction. C'est-à-dire que les hommes font l'histoire et ils ont une capacité d'incarner à un moment donné une capacité d'action, de diriger le sens de l'histoire dans une direction ou une autre. Je pourrais donner plusieurs exemples tirés de l'histoire du Québec, mais on peut croire, regardant, si Churchill n'est pas là en 1939 et en 1940, il n'est pas certain que la Grande-Bretagne décide de tenir tête aux nazis, par exemple. Si Napoléon n'est pas là, eh bien, la Révolution se consolide, mais ne connaît probablement pas son expansion impériale jusqu'à la Russie, disons ça comme ça. Donc, les hommes comptent fondamentalement, et c'est vrai aussi pour notre époque. Mais l'erreur d'une certaine droite, c'est de croire qu'il suffirait d'élire notre homme, notre femme, enfin, et là, une fois qu'on a gagné l'élection, c'est réglé. Je me permets de donner des exemples américains de ce point de vue, qu'on partage ou non leur perspective n'est pas là. En 68, qui remporte les élections américaines? C'est Nixon. En 72, qui remporte les élections américaines? C'est Nixon. Sur quoi remporte-t-il l'élection? Essentiellement sur l'idée, vous diriez à la française, de stopper la chienlit. C'est-à-dire, il faut que cesse cette espèce d'ébullition toxique d'un pays qui est en train de virer dans l'émeute, dans la décomposition marquée. Et les élections démocratiques permettent d'élire un homme qui est censé, si on se fie à la volonté de la majorité, contenir la déferlante de ce qu'on appelle les Radical 60s. Mais qui, 40 ans plus tard, l'a emporté? Les radicaux des campus de l'époque, qui commençaient déjà à semer les graines de ce qui allait pousser ensuite, ou les conservateurs ordinaires qui croyaient, bon, on a élu Nixon, c'est réglé. On a élu Reagan, ensuite, c'est réglé. Non. Pourquoi? Parce que cette espèce de déferlante idéologique qui se déploie, encore une fois, qu'on aime Reagan ou Nixon n'est pas la question ici. Ce que je veux dire que la question, c'est cette déferlante idéologique qui vient, eh bien, même quand les conservateurs, en guillemets, réussissent à élire un des leurs, eh bien, normalement, on considère que c'est une élection qui s'explique par les préjugés de la population, que c'est une élection illégitime. Et de toute façon, le pouvoir idéologique, le pouvoir culturel, pour reprendre cette formule un peu trop courante aujourd'hui, eh bien, demeure dans les mains aujourd'hui, par exemple, du politiquement correct, du multiculturalisme ultra, d'un féminisme particulièrement radical. On le voit dans les universités américaines. Donc, évidemment que une mutation politique doit s'incarner en quelqu'un. Mais ça, c'est davantage une idée conservatrice, si je peux me permettre, qu'une idée dite de gauche ou progressiste. Régis Debray l'a dit de belle manière, en disant le portrait de l'histoire des droites, c'est une galerie de héros. Le portrait de l'histoire des gauches, c'est une série d'histoires sur le soulèvement des masses.
Et donc, c'est deux imaginaires distincts. Et donc, je reviens sur la question. Les 40 dernières années, je cherche, est-ce qu'on a trouvé l'homme ou la femme qui a incarné véritablement ce qui est l'authentique révolution que nous avons connue dans le monde occidental, pour le meilleur et pour le pire? Non, parce que c'était une forme de révolution qui s'est déployée par des pouvoirs idéologiques non pas insaisissables, mais n'étant pas redevables démocratiquement, soit dit en passant. Donc, de ce point de vue, la bataille des idées doit se mener non pas simplement dans cette idée qu'on va élire notre type et ensuite c'est réglé. Évidemment que l'élection est fondamentale, l'élection est centrale, l'élection est essentielle, mais elle ne suffit pas. Mais elle ne suffit pas. Il faut savoir mener la bataille sur le fond des choses. Et voilà pourquoi je reviens sur les conditions même d'expression du débat. Pour moi, c'est vraiment très important aujourd'hui. Rappelez-vous le pacte de Marrakech. Je donne juste cet exemple-là, dont on a parlé un peu il y a 2 ans. On nous disait, le pacte de Marrakech, il faut le signer, mais inquiétez-vous pas, ce n'est pas engageant pour les États, c'est simplement une déclaration morale. Bon, premièrement, c'était faux, mais deuxièmement, quand on prenait la peine de le lire, on disait, en signant le pacte de Marrakech, il faut que les États s'engagent, par exemple, à cesser de financer les journaux ou les médias qui permettent la promotion de discours haineux, racistes ou ainsi de suite. D'accord? On regarde la définition qui est donnée de haineux ou raciste. Défense de l'État-nation, critique de l'immigration massive, refus de confondre les immigrés illégaux et les immigrés légaux. Tout ça, c'est du racisme. Donc, nos États souscrivent à dans ce cas-là, le pacte de Marrakech, mais à d'autres choses, des dispositifs juridiques qui appellent à la limitation de la liberté d'expression de ceux qui, d'une manière ou de l'autre, s'inscrivent en faux contre l'étrange époque qui se déploie sur nous. Donc, je pense que la question de la liberté d'expression est probablement une des plus importantes qui soit aujourd'hui. La restauration des conditions de la liberté d'expression, à la fois dans le droit, puis ça, je me permets de le redire tout en sachant que je suis beaucoup plus nord-américain que français là-dessus. Moi, je préfère les excès de la liberté d'expression aux excès de la censure. Et je n'accepte pas, on l'a vu avec la loi Avia récemment, qui heureusement a été retoquée, mais quand même, je n'accepte pas qu'avec la loi Avia, une volonté d'encadrer systématiquement les propos. Je n'accepte pas l'assimilation du désaccord aux propos haineux. Je n'accepte pas que le désaccord soit transformé en scandale moral. Si on est capable de restaurer les conditions même du débat, c'est qu'on donne de l'oxygène à la vie démocratique. Et de ce point de vue, la bataille est fondamentale. Et pour répondre en une phrase et demie à François Martin sur la question des symboles, je pense qu'elle est absolument, et c'est fondamental aujourd'hui. C'est-à-dire, si les jeunes générations se laissent emporter avec autant d'enthousiasme dans ces espèces d'insurrections aujourd'hui qui ne sont pas sans lien avec la psychologie générée par les médias sociaux, c'est aussi parce qu'il y a une forme de conditionnement historique qui fait en sorte qu'ils en viennent à voir l'ensemble de l'histoire occidentale comme une immense entreprise exterminatrice dont on doit s'arracher, à laquelle on doit s'arracher. Donc la défense des symboles, que ce soit, on va faire la liste, mais de Churchill, de Saint-Louis, hein, quand même, parce que, apparemment, il faut le défendre lui aussi maintenant. La défense de Roosevelt, la défense de Churchill, la défense de De Gaulle, et on peut multiplier les figures. Ça me semble être une défense fondamentale aujourd'hui, parce que si on cède sur les symboles, eh bien, il y a une étape qui suit ensuite. À un moment donné, il faut savoir à quel moment on trace la ligne, on dit stop et on dit nous ne céderons pas. Je pense que ça doit commencer aujourd'hui avec les statuts. Et ensuite, ça ne se limite pas à ça, parce que le travail de reconquête intellectuelle est immense. Un grand merci, Mathieu. Et ce qui me chagrine, c'est qu'on ne soit pas ce soir en présentiel. Et c'est vraiment avec beaucoup, je dirais, d'attention, en tout cas, que j'écoute tes propos, d'une richesse. Et on a vraiment envie que tu traverses l'Atlantique pour nous rejoindre ici et après le déconfinement, nous réveiller nos consciences. Je voudrais juste, oui, Régis, une toute petite intervention, Régis, toute petite de quelques secondes. On ne t'entend pas, démute, mais après, je laisserai la conclusion à Philippe de Saint-Germain. Oui. Donc, Philippe, s'il te plaît, merci. Une phrase pour répondre à ce qui a été dit tout à l'heure sur la construction européenne. Il y a un projet de parole. Enfin, les choses sont toujours pensées avant de venir en acte, et la parole, en effet, est extrêmement importante. La parole de l'État, mais la parole de l'État est une parole plus forte parmi d'autres, la parole des politiques est une parole plus forte parmi d'autres. Mais il y a toujours d'abord une initiative culturelle, comme l'a dit Mathieu Bock-Côté. Or, ce qu'il faut savoir, pour parler proprement de notre pays, et nous devons réfléchir à ça, c'est qu'il y a une collusion que je qualifierais de collusion orléaniste, de syndrome de Koblenz, on l'appellera comme on veut, qui fait qu'il y a du néolibéralisme qui est né au colloque Lippmann d'avant-guerre, jusqu'à toute la tendance qui a, une fois le programme du Conseil national de la résistance effacé, a voulu construire une société ouverte sur l'individualisme, la culture, la finance, un droit qui est un droit tout à fait
homogène et unifiant. Il y a derrière ça une pensée et un projet politique que l'Europe, contrairement à ce qu'on imagine, ne cherche pas à raser, mais cherche comme outil à construire, et qui l'a construit, et qui va, je dirais presque, d'une certaine forme d'écologisme jusqu'à des milieux du libéralisme financier, dans un grand consensus et qui correspond à un projet français, à une des familles du projet français, à une partie de l'histoire de France. Si en face, on n'y oppose pas une autre vision, Exact. alors toute colère échouera. Exact. Et ce projet continuera à triompher et utilisera les idiots utiles du ressentiment et le lumpenprolétariat des banlieues pour servir un projet qui est, lui, parfaitement construit et qui a d'ailleurs des gens. Je ne m'étonne pas que la ville de Bordeaux soit prise par un écologiste après un orléaniste comme Juppé. On est dans une pure même logique et elle conduit exactement à le développement d'un projet de société qui se sert de quelques tensions pour prospérer. Merci Régis. Juste Philippe de Saint-Germain, si tu peux démuter le micro. Donc on voit bien que ce débat est passionnant avec des gens vraiment très passionnés. Je reste vraiment sur ma faim. C'est pour ça que je verrai avec mes collègues à l'issue de cette réunion, de cette conférence, si on peut relancer ce débat à la rentrée, Ludovic. Ce serait quand même très intéressant. La parole est à toi, Philippe. Oui, merci. Alors, je n'ai que quelques minutes pour tenter de faire une conclusion à tout ce qui a été dit. Merci à tous les intervenants, toutes les questions qui ont été posées, les commentaires. Moi, j'entends pas très bien, Philippe. Philippe, tu peux parler plus fort, peut-être? On t'entend pas bien, Philippe. Si tu peux juste te rapprocher du micro. Je sais pas si, voilà. Ici, c'est mieux, non? Je n'ai peut-être pas un outil très sophistiqué. Ouais. Si tu peux parler un peu plus fort, parle un peu plus fort. En fait, c'est ta voix. Désolé. Je vais essayer. Voilà. Donc, je veux simplement relever quelques points pour tenter une synthèse. Nous sommes devant une logique d'affrontement, de division, de conflit social, de violence, d'injustice, de ressentiment, de victimisation. Je crois que tout le monde est d'accord sur le diagnostic. Il y a plusieurs clés de lecture de cette crise sociale qui est universelle. C'est le grand intérêt de la crise sanitaire que nous avons vécue, de montrer qu'au fond, devant un même mal, les hommes, les États, les nations, les cultures ont dû affronter chacun avec leurs propres réponses, mais des problèmes identiques, mais qu'au fond, il y a aussi les mêmes courants, les mêmes tensions, les mêmes manipulations qui se manifestent pour tenter de résoudre les difficultés. Et Jean-Pierre Brard a montré que une des clés de la résolution de ces problèmes passe par l'éthique politique. C'est ce que je relève. Hein. On pourrait relever aussi beaucoup de choses, mais s'il n'y a pas un discours de vérité et un discours de cohérence de la part des dirigeants, on ira certainement dans le mur. Bon. Ce discours de vérité, ce discours de cohérence, il est à diffuser dans la société si l'on veut arriver à créer du lien, recréer du lien et casser cette logique de manipulation qui s'exprime à travers les idéologies comme celle du racialisme dont Mathieu nous a très brillamment parlé. Et l'autre forme de réponse à la crise, c'est une réponse qui est plus anthropologique, plus politique, plus culturelle, à travers notamment l'idée de nation à retrouver, car aussi bien faire l'unité passe par la recherche d'une référence commune à des valeurs universelles dont Jean-Pierre Brard nous a parlé, une vision de l'homme, une vision de la société. La nation est sans doute une clé, non pas sous la forme d'un mythe ou d'un rêve ou d'un symbole qui nous replongerait dans le passé. Régis Passerieux y a fait allusion. Une nation, c'est d'abord une communauté de culture. Donc la réponse, elle est certainement culturelle. Je rappelle
cette vision de la nation qui était défendue par le pape Jean-Paul II, puisqu'on a fait référence à nos racines chrétiennes. La nation, c'est le point d'équilibre entre l'universel et le particulier. Donc c'est certainement pas une réalité qui enferme, c'est une réalité qui ouvre à condition qu'elle soit enracinée, qu'elle rejoigne l'homme dans ses différences, dans ses aspirations, dans ce qu'il a en commun. Et c'est peut-être dans cette direction-là qu'on pourrait retrouver une voie pour reconstruire la société, pour servir le bien commun et proposer une forme d'idéal dont Jean-Pierre Brard a parlé, qui pourrait réunir les hommes et cesser de les diviser. Voilà, je m'en tiens là pour l'instant. La réponse de l'éthique politique, la réponse politique et culturelle par la recherche de ce qui unit à travers la nation. Alors, ce sont des pistes de réflexion plus que de solutions. On a bien vu que ce n'était pas l'homme providentiel ni de l'État, donc de la société d'en haut, que l'on peut résoudre le problème. On a parlé de subsidiarité, ça aussi, ça rejoint une de nos préoccupations fortes. Mais voici des axes de réflexion sur lesquels nous pourrons, qui sont une invitation à la réflexion et à l'unité entre les actes et les paroles, la réflexion et l'action, auquel aussi Jean-Pierre Brard faisait allusion au début de son intervention. Merci Philippe. En fait, juste pour compléter, c'est le sujet, effectivement, c'est pour réagir à la proposition de Mathieu de s'intéresser à la question de la liberté d'expression, mais qui en fait dépend du premier sujet qui est la liberté de conscience. Donc, juste parce qu'on ne s'est pas du tout concerté avec Mathieu sur ce sujet, et ça, on va dire, ça rejoint notre préoccupation majeure, parce que nous avons identifié déjà depuis un certain temps, et c'est le sujet de notre prochain colloque à l'automne, justement un colloque qu'on va travailler, on travaille avec Jean, avec toute l'équipe de l'Institut, pour poser effectivement une rencontre sur cette question, et ça sera l'occasion de revoir Mathieu certainement, et si on peut l'inviter officiellement pour y participer, on a effectivement prévu cet événement. Je laisse la parole maintenant à Emmanuel pour, alors c'est pas vraiment la conclusion, mais c'est certainement nous donner quelques annonces pour les dernières activités de l'Institut avant l'été, avant le départ en vacances. Bonsoir à tous. Alors, donc, deux annonces d'activités. Alors, donc, le 10 juillet à Saint-Pierre-de-Montmartre, il y aura une veillée pour la France. Et donc, l'Institut Montalembert s'associe à cette veillée. Le 16 juillet, c'est la dernière conférence web du Cercle Montalembert avec Édouard Tétrault et Pierre Delauzin, donc sur les conséquences économiques de la crise sanitaire. Donc, vous recevrez un mail avec le lien Zoom. Ensuite, l'Institut Montalembert participe à une logique de réseau et donc elle participe donc elle a participé à la création d'un premier réseau qui est un réseau d'élus locaux chrétiens. Voilà, donc si vous êtes intéressé, si vous êtes élu local ou si vous connaissez des élus locaux, vous pouvez les mettre en relation avec nous. On organise des dîners, voilà, pour faire de la mutualisation et voilà. Donc, et on est en train aussi de travailler à la création d'un réseau d'entrepreneurs et de hauts fonctionnaires. Ensuite, on fait un appel à candidature aussi pour notre conseil scientifique. Voilà, parce que nous avons 5 groupes de travail, donc écologie subsidiaire, santé de proximité, éducation libre, État moderne régalien, et le dernier, économie et entreprise responsable. Donc, si vous êtes intéressé, si vous avez des compétences dans le domaine, vous pouvez effectivement prendre contact avec nous et essayer d'intégrer ces groupes de travail. L'Institut Montalembert a aussi été très présent dans la presse ces derniers temps, puisque 3 de nos administrateurs ont publié des articles importants. Le général Bett a publié une tribune dans Valeurs Actuelles le 14 mai. Saïd
ou Gibou dans le magazine L'Incorrect, et Stanislas Delarmina dans Atlantico, à propos de la Convention citoyenne là, sur l'écologie. Voilà, donc on va développer toute cette présence dans la presse, dans les médias, pour faire connaître effectivement notre travail et pour faire de l'influence. Dernier point, l'argent. Car l'argent est le nerf de la guerre, donc, comme vous le savez. Donc, nous avons besoin de votre soutien financier. Donc, vous pouvez adhérer ou faire des dons. Voilà, donc je pense que sur le site, vous pouvez effectivement faire adhérer ou faire des dons. Voilà, et si donc pour tous les premiers points qui ont été abordés, vous pouvez envoyer un mail à réseau@iepm.fr. Voilà. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Donc ça y est, c'est la fin. Donc je remercie vraiment Jean-Pierre Brard et Mathieu Bocoté d'avoir accepté de nous rejoindre pour ce travail de réflexion qui est effectivement, comme disait Saïd, une étape, je pense et on vous propose effectivement de continuer parce que ce travail de résilience, on a bien compris, il ne va pas se faire du jour au lendemain et il ne se fera pas effectivement avec une personne, comme on disait, providentielle. Elle se fera parce que nous allons nous réunir, réfléchir et agir. Donc à très bientôt pour une prochaine rencontre et puis qu'on rentre dans le concret dans nos propositions. Merci, bonne soirée à chacun et à très bientôt. Et merci au Cercle Montalembert de nous avoir accueillis. C'est très bien organisé, c'est très intéressant et je venais pour la première fois et je suis conquis. Merci beaucoup. Merci. Moi, je suis évangélisé quasiment. Merci infiniment, Monsieur Brard. En tout cas, vraiment, votre intervention nous a vraiment touchés. Merci infiniment aussi à Mathieu. On vous souhaite vraiment une très, très, très bonne semaine, un très bon week-end. Et on espère tous vous voir le 16 juillet pour ce Zoom très important sur l'économie. Nous vivons une crise qui va durer, plus que durer en tout cas. On vous invite en tout cas à vous reconnecter avec nous. Encore un grand merci aux intervenants. Puis j'espère bientôt te voir, Mathieu, pour pouvoir manger du pudding chômeur chez Saint-Hubert. À bientôt. Merci. Merci, Monsieur Brard. Au revoir. Merci à tous. Bonne soirée. Ouais.